Bonjour à tous et bienvenue sur le Rendez-vous Tech, l'émission qui vous résume toute l'actu tech qui continue à avancer malgré tout inexorable. Les nouveautés sont annoncées et aujourd'hui, je me suis dit, je m'en fous, on va parler gadgets. Alors on va parler iPhone SE, on va parler OnePlus 8 pour les intimes, et on va parler d'autres petites choses. On va parler aussi de sujets un petit peu plus sérieux, mais bon, je vous expliquerai un petit peu plus tard comment je suis arrivé à cette conclusion ferme et définitive. Je suis Patrick Béja, et aujourd'hui j'ai le plaisir de recevoir Marion Doumain, qui se joint à nous depuis chez elle. Comment ça va, Marion ? Hello, hello, très bien, écoute la forme, on commence à bien prendre le rythme et ça fait plaisir de discuter avec d'autres personnes que les personnes avec qui on est confiné. Ou ton chat. Voilà. C'est une option qui fonctionne. Et on a également le plaisir de recevoir Jeff, qui lui aussi nous accueille dans sa maison, mais sa maison elle est à l'autre bout du monde puisqu'il est en Californie, à San Francisco. Comment ça va, Jeff ? Alors, vous le dites à personne, mais je suis dans mon bureau à Palo Alto. Oh là là, oh. Non, mais il y a presque personne qui écoute l'émission, t'inquiète pas. Mais t'es tout seul dans ton bureau. Je suis tout seul dans mon bureau, je suis tout seul à l'étage, en fait, c'est super safe. Je fais de la distance sociale à l'extrême, puisque la personne la plus proche de moi est probablement à 150 mètres. Ah, écoute, moi, Ah non, j'ai quand même ma famille qui est là. J'allais dire, je suis au milieu de la forêt, c'est genre 2-3 kilomètres, mais il y a quand même la famille à côté. Donc toi, tu es quand même distanciateur social de l'extrême, on va dire ça comme ça. On doit respecter cette distance sociale, mais oui, en fait, donc ça fait maintenant 6 semaines qu'on a décidé, j'ai décidé d'appliquer la distance sociale à notre boîte, donc une semaine avant qu'on a été obligé de le faire, puisque la Californie est rentrée dans un ordre de shelter in place, donc je ne sais même pas comment ça se dit, mais shelter in place. Restez chez vous, quoi, en gros. Restez chez vous. Et donc, ce que je fais, c'est je viens au bureau pour faire mes conférences et mes appels téléphoniques le matin. J'en profite pour marcher, faire mes 15 000 pas. Et après, je rentre à la maison pour déjeuner et je travaille de la maison l'après-midi. Bon, donc tu vas quand même au bureau. Je vais quand même au bureau. Et j'ai jamais vu aussi peu de voitures à Palo Alto. C'est incroyable. Bah, justement, on peut peut-être te poser la question, pour ceux qui ne le sauraient pas, donc Palo Alto, c'est vraiment le cœur de la Silicon Valley. Le cœur de l'industrie tech, en fait, dans le monde. On a entendu parler, bien sûr, de comment ça se passe. On sait comment ça se passe chez nous, en France ou dans les autres pays des gens qui nous écoutent. Mais Palo Alto, c'est un petit peu plus... c'est un petit peu plus important pour la tech. Comment ça se passe en fait ? Tout le monde respecte, j'imagine. Comment ça se passe, soit de ton ressenti de ces quelques dernières semaines ? Écoute, donc notre gouverneur Gavin Newsom a fait preuve d'énormément de leadership dans la façon dont il a décidé de mettre les pieds dans le plat et de forcer tout le monde à rester chez eux. Il l'a fait avant que le gouvernement fédéral appelle à le faire. Et donc, les gens, du jour au lendemain, je dirais, se sont à peu près prêtés au jeu. Il n'y a pas du tout de pénalisation de la part de la police ou du shérif si jamais tu te balades. Si jamais tu es en train d'ouvrir un magasin qui n'est pas sur la liste des business essentiels, tu vas te choper une prune, je pense, de $1 000 ou un truc comme ça par jour. Mais pour quelqu'un comme moi qui va au bureau et qui fait son business, si je me fais choper, j'imagine qu'ils me diront qu'il ne faut pas forcément prendre la voiture. Mais ce sera OK. Par contre, il y a un gros niveau de compliance. Les rues, les autoroutes te rappellent les movies, les films de zombies, où en fait tu es tout seul sur l'autoroute, tu te dis j'ai jamais vu ça. La 280 qui est la... Oui, l'autoroute 280, c'est pas qu'il roule à 280, hein, voilà. Je précise. L'autoroute 280 sur laquelle je roule à 180 est incroyable. Et effectivement, tout le monde attend avec impatience de pouvoir retourner à une vie un peu plus normale, mais on sait que ça va prendre encore plusieurs semaines. Mais du coup, est-ce que... Vas-y.
Et excuse-moi, juste du coup, est-ce que pour toi, l'industrie tech continue plus ou moins comme si de rien n'était, ou est-ce que quand même ça a des grosses conséquences de ce que tu vois, toi, de tes propres yeux, sur le fonctionnement de l'industrie ? Dans notre industrie, en fait, tu as énormément de gens qui peuvent être productifs en travaillant de la maison. Bon, cela dit, avec les écoles fermées ou les crèches fermées, le fait que tu doives gérer tes gamins en même temps que ton boulot, ça veut dire que ta productivité va baisser de 10, 20, 30, 50%. Donc, il y a des choses qui se font. Par contre, en termes de production, en termes de vente, en termes de tout ça, clairement, ça ne se passe pas. Et donc, il va y avoir des impacts monstrueux au niveau des boîtes de tech, que ce soit les petites, les moyennes et les grandes. Et là, ce qu'on commence à voir, donc, en Californie, qui est un endroit où il y a typiquement un plein emploi, donc il n'y a quasiment pas de chômage, on a plus d'1 million de chômeurs, je crois, qui ont... c'est des gens qui travaillent dans des restaurants, dans le retail, qui n'ont de fait pas de travail. Et donc, on se retrouve avec un nombre de chômeurs qui est incroyable. Et chaque semaine, on va avoir en fait une aggravation de la situation. Et plus ça va, et plus on s'enterre en quelque sorte dans une dépression qui va être très difficile de sortir. Justement, j'aimerais te poser la question. Du coup, je crois qu'en Europe, on est quand même très conscient de l'importance de la distanciation sociale et que même quand on sait l'importance de la reprise économique après, on a quand même, je pense, dans l'ensemble, une vision assez claire du fait que la priorité est à le combat contre la pandémie. Et une fois que ça sera plus ou moins en ordre, il y aura une préoccupation qui sera grande aussi sur la question de la relance économique. Mais la priorité, c'est celle de la pandémie. Aux États-Unis, d'après ce qu'on entend, alors c'est un petit peu ce qu'on entend le plus, c'est les choses les plus scandaleuses, mais on a l'impression que la reprise économique, peut-être en raison de l'absence de filet de sécurité sociale, la reprise économique a l'air d'avoir plus d'importance. Toi, tu es un bon VC qui vit pour l'argent, tu vois, tu es la Startup Nation personnifiée, mais tu as quand même des racines françaises. Est-ce que tu le vois comment, toi, cette question de l'importance de la reprise économique ? Je pense que c'est là où tu vas rentrer dans un débat partisan. Et donc, soit tu es démocrate, et si tu es démocrate, tu mets la qualité de vie et de santé des gens en avant, et tu dis que l'État doit se substituer aux revenus personnels de manière à aider les gens à payer leur facture d'électricité et les factures de santé. Et si tu es républicain, tu vas dire que, en gros, c'est OK si tu fais crever tes grands-parents à condition de faire repartir l'économie. Et effectivement, il y a un gros clivage. Et d'ailleurs, quand tu fais des sondages, tu vas avoir des résultats absolument incroyables où 85% des démocrates vont dire qu'il faut attendre pour que le virus soit sous contrôle pour relancer l'économie. Et tu vas avoir moins de 50% des républicains qui disent la même chose. Et d'ailleurs, dans des États républicains qui ont voté pour Trump, ils pensent encore, pas tout le monde, mais ils pensent encore, certains pensent que le virus n'existe pas et que c'est un truc qui est inventé par les médias anti-Trump de manière à essayer de l'attaquer, puisque on n'a pas réussi à s'en débarrasser au travers de l'impeachment, et donc c'est un essai supplémentaire des démocrates pour essayer de se débarrasser de Trump. Ouais, j'imagine qu'ils sont rares quand même, ceux qui vont si loin que ça, mais... Ouais, mais tu les vois, ils vont faire des manifestations, j'ai vu ça, oui, sur Twitter. Ils vont faire la messe, ils vont aller faire tout ça. La bonne nouvelle, c'est qu'ils vont tous crever, comme ça, il y aura moins de voteurs. Jeff, arrête. Non, mais c'en est ridicule à ce niveau-là. C'est qu'ils mettent leur vie en péril. Et ça, à la limite, c'est leur choix. Mais ils mettent aussi la vie en péril des gens autour d'eux et des gens dans le système de santé. Et donc, malheureusement, on a des tonnes d'abrutis. Mais à revendre, si vous en voulez, on vous les envoie. Et donc, ça crée ces tensions où, effectivement... Aujourd'hui, le gouvernement fédéral, Trump en premier, va essayer de pousser à réouvrir l'économie le plus vite possible, parce qu'il sait très bien que si jamais l'économie continue
dans l'état où il est de toute façon, où elle est, de toute façon, il va perdre l'élection de la fin de l'année, oui. Novembre 2020. Mais le problème, c'est que s'il continue à rajouter des centaines de milliers de morts à la liste de morts, parce que malheureusement, on en a énormément aussi, ça va aussi le pénaliser. Donc, il est un peu stock. Mais aujourd'hui, il a dit, en fait, ce n'est pas moi qui vais décider quand on rouvre l'économie, je vais laisser la décision aux gouverneurs des 50 États. Donc ça veut dire que lui, il se met en position de dire, c'est pas de ma faute, et de toute façon, t'es qu'un connard, fallait pas faire ce que t'as fait. Ce qui est en fait la chose qui est le meilleur, c'est il est très très bon à critiquer. Donc aujourd'hui, oui, il y a un gros débat sur quand est-ce qu'il faut réouvrir l'économie, et il y a beaucoup de gens qui essaient de pousser pour le faire le plus tôt possible. Cela dit, vu d'où on est, donc il nous reste encore 10 jours pour finir le mois d'avril, donc on ne va pas réouvrir avant début mai. On entend début mai, mi-mai, fin mai. Objectivement, si on n'a pas réouvert une partie de l'économie début juin, on va avoir une catastrophe au niveau financier, au niveau économique, au niveau de tout ce que tu veux. Donc une dépression qui sera pire que 1929. Et donc je pense qu'il faut réouvrir l'économie d'ici le mois de juin. Ouais. Bon, écoute, merci pour ce petit topo. J'ai l'impression qu'on a parfois l'impression que chez nous, en France et en Europe, on est dans une situation hyper partisane. Je crois que quand même, l'exemple extrême des États-Unis nous montre que ça pourrait être pire. Et franchement, on n'est pas si partisan que ça. Si vous voulez nous envoyer Macron, on le prend, mais tous les jours. Parce que quand je vois la façon dont il le fait, et je sais qu'il y a des Français qui ne sont pas contents, je peux vous dire que si vous avez un Trump, c'est pire. Donc, non, mais vous avez quand même les gouverneurs des États qui gèrent les choses, en tout cas dans la plupart des États, pas trop mal quand même. Donc il y a une autorité... Oui, on a la chance d'avoir des gouverneurs démocrates et certains républicains qui font bien leur boulot, qui n'ont pas peur en fait d'aller... Le problème, c'est que si tu vas te prendre Trump de face... Il va pas t'envoyer les masques, il va pas t'envoyer d'argent, il va pas t'envoyer les tests, et donc c'est vachement compliqué, quoi. Tu vois, Newsom a été très très malin dans la façon dont il gère Trump, où il va pas se le prendre de face, il va pas le critiquer, et la Californie s'en est relativement bien tirée pour le moment. Donc heureusement, on a des États où les gouverneurs sont très capables. On a des États où les gouverneurs sont absolument incapables. Ce sont des véritables crétins. Il se trouve que par hasard ils sont républicains. Comme la Floride, comme d'autres États où ils ont encore, à ce jour, pas mis en place un système de sheltering. De confinement, quoi. Donc, voilà, et donc, les morts vont s'accumuler de façon monstrueuse, et on sait très bien que ça prend du temps pour que le virus se déploie et que le système de santé soit surchargé. Ouais. Et malheureusement, c'est ce qui va se passer. Ouais, c'est vrai que si on se rend compte de l'importance d'une coordination au niveau gouvernemental, et aux États-Unis, quand on parle de gouvernemental, on parle de fédéral. Et là, ce sont chaque État qui est en fait livré à eux-mêmes. Mais bon, et imaginez, effectivement, il y a plusieurs États aux États-Unis où le confinement n'a pas été mis en place, ce qui est assez invraisemblable. Il y en a encore c'est moins d'une dizaine. Bon, la bonne nouvelle, c'est que ce sont des minorités. Mais bien des gens disent ah oui, mais ce sont des États ruraux, et donc par définition, quand tu as un petit peu comme toi ton voisin le plus proche, il a 2 km, c'est pas un problème. Mais si, parce que si tu fais pas attention à ce que tu fais quand tu vas faire des courses, etc., c'est à ce moment-là quand tu vas bien sûr. Genre, prendre de l'essence, ça a été prouvé comme étant un des vecteurs de transmission les plus importants. Oui, et puis il y a aussi des villes, même dans ces États ruraux, donc... Bon, bref, écoute, merci pour ce petit topo. On va continuer avec, comme je le disais, je m'en fous, on parle gadget et on va parler de l'iPhone SE qui a été annoncé il y a quelques jours à peine. Mais avant ça, je voudrais quand même remercier les gens qui soutiennent l'émission sur Patreon. Je voudrais remercier Alain Papazoglou, Aurélien Delarue, Alex Quirino, Rémi Popper, Sam G, Olivier, Daniel Chester et Romain L'Apostole. Merci à vous tous et à tous ceux qui soutiennent l'émission et qui nous permettent de faire ce qu'on fait.
Alors, donc, iPhone SE, on en avait entendu parler, on avait eu des rumeurs, on avait eu énormément d'informations même. Au final, de quoi s'agit-il ? Il s'agit du téléphone bon marché. Oui, vous m'avez bien entendu, bon marché, mais bon marché pour Apple. C'est quoi ? C'est en gros un extérieur d'iPhone 8. Donc, on a l'écran de l'iPhone 8, le format de l'iPhone 8 avec des bordures, le Touch ID. On a un appareil photo sur le dos de l'appareil, donc un seul objectif, pas 2 ou 3. Donc, tout ça, c'est l'extérieur, c'est celui de l'iPhone 8. Et on n'a pas de port jack non plus, bien sûr. Mais à l'intérieur, on a vraiment les composants de l'iPhone, pas 10, mais de l'iPhone 11. Donc vraiment, les tout derniers, un processeur A13, on a les performances, enfin tout ce qui est RAM, etc., du dernier iPhone. Et du coup, on a les capacités et les fonctionnalités, certaines des fonctionnalités de l'iPhone 11. On a des fonctionnalités sur le téléphone, sur l'appareil photo par exemple, certains modes de photo qui sont ceux de l'iPhone 11. L'appareil coûte combien ? Il coûte à partir de, alors $400 en dollars sans les taxes et 500 € en euros avec les taxes. Donc on est dans du milieu de gamme, on va dire. Le haut de gamme aujourd'hui, c'est plutôt 900 000 €. Le milieu de gamme, c'est autour de 400 à 600 €. On est vraiment dans du milieu de gamme. La question qui se pose du coup, c'est est-ce que c'est un appareil qui vaut le coup ? On sait qu'on a l'iPhone XR qui est lui beaucoup plus cher. On a les iPhone 8 qui sont en train de disparaître du marché. Ils ont peut-être même déjà tous disparu. Donc l'iPhone SE, est-ce qu'il vaut le coup à ton avis, Marion ? Est-ce que c'est un appareil qui est intéressant pour des gens qui pourraient être intéressés par des iPhones ? J'avais déjà été conquise par la précédente version qui s'appelait SE. Oui. Oui, c'était SE le aussi, SE. ouais. C'est exactement le même nom. C'est le même nom, oui. Il était oui. sorti il y a 4 ans. Et en fait, ce qu'ils font, vous l'aurez compris, c'est qu'ils prennent les composants qui ont déjà été rentabilisés et ils font un téléphone assez bon marché qu'ils vont garder pendant 3 ou 4 ans. Donc, qui est extrêmement performant au moment où il sort. Peut-être que dans 2 ou 3 ans, il le sera un petit peu moins. Mais oui, c'est exactement la même philosophie que l'iPhone SE premier du nom qui avait une forme d'iPhone 5. Ouais, et du coup, j'avais été déjà conquise à l'époque, et pour moi, c'est la même chose cette année. C'est-à-dire que j'ai un iPhone 10 que j'ai pas renouvelé, qui fonctionne très bien. L'idée de rester 3-4 ans avec le même téléphone, ça me plaît bien. Là, il a le dernier processeur en date, donc ça lui assure quand même une certaine pérennité, et il va venir avec les dernières mises à jour d'iOS. Donc du coup, je le trouve très très pertinent, très attractif vu son prix. Et encore une fois, ça va vraiment servir de produit d'appel pour ceux qui ne sont pas soit encore passés à Apple, soit ceux qui ont des petits budgets, soit les sociétés pour des smartphones pro. Donc, je trouve très très bien vu. J'avais pas pensé à ça, mais c'est vrai que si on a un parc constitué d'iPhone pour une société, c'est un téléphone qui est tout à fait compétent et qui est évidemment beaucoup moins cher qu'un modèle plus, j'allais dire plus récent, mais c'est pas vrai, c'est lui le plus récent. Jeff, c'est une stratégie qui est logique finalement de la part d'Apple. Ils attaquent le milieu de gamme avec un téléphone spécifiquement designé. Ça a l'air effectivement d'être une bonne affaire. Toi, c'est pas forcément ta cam, j'imagine que tu prends les plus hauts de gamme, mais pour tes enfants, ou je sais pas, c'est un truc qui pourrait t'intéresser ? Ah, tu es muté. Essaie de donner à tes enfants le truc, l'iPhone le moins performant, ou un peu moins performant que le tien, et je peux te dire qu'ils vont hurler. Ils veulent le même que toi, d'accord, oui. Mais je pense que ça a complètement du sens. Et la raison, enfin, je veux dire, Apple sont des as du marketing. Ils savent très bien ce qu'ils font en termes de pricing, comment essayer de t'amener à avoir, tu vois, la petite fonctionnalité qui te fait acheter le 11 Max, je sais pas quoi machin. Et donc avoir une plateforme plus stable que t'as pas besoin de changer, où tu as toutes les fonctionnalités dont tu as vraiment besoin, plutôt que le truc que tu utilises jamais et que tu payes beaucoup plus
je pense que ça a du sens. Et objectivement, ça fait quoi? Ça fait 3 ans que l'iPhone qu'on a dans la poche fait tout ce dont on a besoin et on n'avait pas besoin de le changer. Donc ça a complètement du sens. Parce que bon, la prochaine génération va avoir une caméra qui est un peu meilleure, un processeur qui est un peu plus rapide, mais tu vois pas la différence, quoi. Ouais, c'est vrai que il faut se donner des excuses, genre j'en ai besoin, c'est pour mon boulot, pour justifier d'acheter le dernier que j'ai en main, quoi. Et attends, l'avantage du SE, c'est qu'il a le Touch ID, et avec un masque, c'est quand même vachement plus pratique. Hein. Ah, mais oui, voilà la killer app, la killer feature. Le problème, c'est que Face ID avec un masque, sauf si tu prends une photo de ton profil avec un masque, ça marche pas non plus. Ouais. Ils ont en plus, si tu as des gants, moi j'ai des gants super épais, je peux te dire. J'avoue que j'utilise pas les gants, mais alors le Face ID, moi c'est un truc qui m'a toujours... T'as pas les gants, Marion, mais qu'est-ce que tu fais? Attends, je vais les trouver les gants. C'est vrai qu'en plus, il est encore plus cohérent que l'iPhone SE d'il y a 4 ans, je pense, parce que aujourd'hui, les téléphones sont vraiment à un plateau de performance, encore plus qu'il y a 4 ans. C'était un peu le cas, mais encore plus aujourd'hui. Et du coup, acheter ce téléphone aujourd'hui, c'est s'assurer une pérennité de bien 3-4 ans minimum, sans aucun problème. Donc oui, c'est vraiment une bonne affaire. C'est à moins que vous ne vous trouviez des excuses pour prendre le téléphone, le tout dernier téléphone d'Apple, je pense que c'est le choix à faire et je pense que le choix est assez clair. L'autre question qui se pose, c'est est-ce que c'est un appareil qui est intéressant pour les gens qui ne sont pas dans l'écosystème Apple ? Peut-être intéressé par Android, on dira que le vrai concurrent, bon, il y en a plein des concurrents, mais le concurrent auquel on pensera, c'est le Pixel 3a de Google. Le Pixel 4a devrait arriver très bientôt, mais dans cette catégorie de prix, le Pixel 3a, surtout au niveau de la caméra, était imbattable. Et là, c'est une concurrence sérieuse. Il faudra voir si le 4a est réussi à faire mieux, mais on a une concurrence très sérieuse contre le meilleur de ce qui se fait dans l'écosystème Android aussi, pour les gens qui pourraient être intéressés, parce qu'évidemment, la raison pour laquelle je dis ça, c'est pas juste parce que j'encourage les gens à passer sur Apple, c'est que pendant cette période entre la sortie de l'iPhone SE précédent, à ces prix-là, il n'y avait rien de très convaincant du côté de chez Apple. Il y avait les anciens téléphones qui commençaient à avoir 1, 2, 3 ans, qui sont moins convaincants, et donc Apple, c'était soit plus cher, soit rien du tout. Là, c'est une alternative possible, avec en plus le fait que, un truc auquel on ne pense pas forcément toujours, il y a la possibilité d'utiliser certaines apps d'Apple par le web. Il y a iCloud qui maintenant est relativement stable, qui permet d'accéder à des apps comme les notes, les reminders, le calendrier, enfin plein de petites choses qui sont handicapantes si on n'y a pas accès parce qu'on n'a pas de Mac, mais là elles sont sur le web. Alors, je vous cache pas que autant l'interface, la page web de présentation de l'iPhone SE, elle est incroyable. C'est une virtuosité de maîtrise du HTML et du CSS que j'ai rarement vu ailleurs. Elle fait des choses vraiment, ça vaut le coup d'aller la regarder sur la page d'Apple. Autant le site iCloud, il est lourd, il est lent, il est pas bien conçu. Enfin, franchement, c'est pas une merveille. Mais bon, ça fonctionne. Si vous êtes intéressé par l'écosystème iPhone, il est plus accessible que jamais, ce qui est logique, vu qu'Apple veut essayer toujours de conquérir de nouveaux clients. Mais il est tout à fait possible d'avoir un iPhone et que ça soit votre porte d'entrée, espère Apple, mais que ça soit le seul appareil Apple que vous avez. Entre autres parce que iCloud vous donne accès à la plupart des fonctionnalités dont vous aurez besoin sur un ordinateur. Donc c'est à noter aussi. Donc voilà, un dernier mot peut-être sur cet aspect Android. Toi qui connais un petit peu le monde Android, Marion, c'est une alternative possible ? Je pense que c'est pour ceux qui se posent déjà la question, qui étaient tentés d'essayer Apple, etc. Je veux dire,
Sinon, si c'est vraiment une question de budget, que tu es déjà sur Android, je suis pas sûre que tu ailles regarder ailleurs dans tous les cas, parce que ça reste quand même milieu de gamme, mais voilà, entre 400 et 600, ils sont quand même à 500 au milieu, quoi, vraiment. Je sais pas, moi j'aime beaucoup les pixels. Je t'avoue que j'ai toujours été une fervente admiratrice des pixels. Après, je suis encore sur mon iPhone, hein. Je n'ai pas bougé sur le pixel non plus. Donc voilà, c'est vraiment, je pense, c'est pour ceux qui se posent des questions, pour ceux qui hésitent, pour ceux qui veulent tester l'expérience Apple, autant le faire avec un smartphone qui est un très bon investissement et le meilleur rapport qualité-prix chez Apple. Ok, bah écoute, merci pour ce petit topo. Effectivement, c'est peut-être pour ceux qui hésitaient. C'est vrai que quand on est du côté de chez Apple, bah c'est facile de tester un truc du côté de chez Android. L'inverse n'est pas toujours vrai. Quelques autres petites news du côté d'Apple. Apple Music version web est sortie de bêta, donc Apple Music est disponible sur toutes les plateformes, puisqu'il est disponible sur le web, ce qui est pas mal du tout. Ils ont tout un tas de rumeurs et de leaks qui sont en train de se faire jour. Il y a un écouteur avec des, comment on appelle ça, les écouteurs sur l'oreille, qui sont pas juste des intra-auriculaires, qui auraient des éléments échangeables, genre qui sont accrochés par des aimants et qu'on peut échanger. C'est pas très clair, mais ça a l'air intriguant, on va dire. Il y a de nouveaux AirPods qui arriveraient en mai, une nouvelle catégorie peut-être, on sait pas très bien, en mai, et le casque, lui, arriverait, le gros casque arriverait en juin. On a également un retour potentiel du AirPower, vous savez, cette tentative ratée d'avoir un élément de chargement sans fil qui serait lui disponible en 2 tailles, qui reviendrait, ils l'ont raté il y a 2 ans pour des raisons techniques dans lesquelles on ne va pas revenir, mais ça arriverait possiblement cette année. Et puis bien sûr, encore des choses sur le prochain iPhone, l'iPhone 12, qui aurait une encoche un petit peu plus petite pour Face ID, etc., etc. Il y a eu un leak de 11 éléments du calendrier d'Apple qui ont été leakés avec plus ou moins de certitude, mais il y a aussi les AirTags, un nouvel iMac, un MacBook 12 pouces en ARM qui arriverait dans pas si longtemps que ça. Donc ça, c'est un gros morceau et plein d'autres petites choses. Et enfin, le Magic Trackpad est disponible aux États-Unis. En tout cas, il ne devrait pas tarder à arriver en Europe. Donc si ça vous intéresse, les premiers retours sont, une fois qu'on a mis le Magic Trackpad sur l'iPad, ça fait quand même un gros bestiau. C'est l'équivalent d'une Surface, plus ou moins, d'une Microsoft Surface. Donc, c'est à prendre en compte. L'avantage, c'est qu'on peut, ce que disait Dieter Bohn de The Verge, c'est que, on peut laisser le Magic Trackpad quelque part, le prendre quand on en a besoin, et sinon, on peut l'utiliser en tant que tablette légère. Donc, c'est à garder à l'esprit. Voilà une chose qui vous évoque quelque chose dans toutes ces nouveautés dont j'ai parlé potentielles de chez Apple, ou est-ce qu'on passe au OnePlus Pro dont on va dire un petit mot, enfin au OnePlus 8 et au OnePlus 8 Pro dont on va dire un petit mot aussi? Je trouve ça intéressant de revenir sur la musique et de voir le mouvement subtil, pas si subtil, d'évincer Beats peu à peu et les gammes de produits Beats pour avoir des produits estampillés Apple. Je ne sais pas ce que vous en pensez, vous. Tu crois que c'est vraiment une volonté de faire disparaître Beats à terme ou... Je sais pas, on entend quand même de moins en moins parler de Beats, que ce soit aux événements Apple, que ce soit même d'un point de vue marketing. C'était quand même une marque très visible et en fait, on la voit de moins en moins. C'est vrai que petit à petit, ils commencent à avoir des appareils qui couvrent toutes les... Enfin si jamais ils sortent effectivement ces plus gros casques, ils auront couvert tout le marché de Beats et j'y avais pas pensé, mais il n'est pas inenvisageable de voir Beats disparaître, ce qui du coup confirmerait la politique d'Apple de multiplier les services et les accessoires pour maximiser la valeur des clients, de tous leurs clients et des clients iPhone en particulier. J'y avais pas pensé, puis, mais c'est vrai. Solidifier encore une fois leur écosystème, c'est-à-dire qu'on est tous sous la bannière Apple et on veut avoir en gros son équipement intégral Apple, quoi. Oui, parce que tu payes un premium pour quoi que tu achètes d'Apple, c'est un premium prix et un premium experience, c'est ce que tu veux. Et donc en plus, je serais intéressé de savoir quel était le deal
que les fondateurs de Beats ont fait avec Apple en termes de royalties, parce qu'on ne sait pas si en fait, au bout d'un moment, ils continuent à gagner de l'argent s'il y a des trucs Beats qui sont vendus. Même, bon, étant donné les résultats d'Apple, à la limite, ils s'en foutent, mais pour moi, c'est cohérent qu'ils ramènent tout sous l'ombrelle d'Apple. Et objectivement, j'étais super sceptique sur tout ce qui était AirPods, etc. Et maintenant, je m'en passe pas, quoi. C'est vraiment une expérience incroyable. Bon, j'ai pas acheté les derniers parce que je trouve que tu n'en as pas besoin. L'isolation sonique, sonore, pourquoi pas. Mais franchement, revenir à un machin qui est toujours avec des nœuds, etc. Même pas en rêve, quoi. Et donc, c'est pour ça, s'il y a des gens d'Apple qui nous écoutent, pourquoi on ne fait pas un moniteur Apple? Parce que j'ai toujours les vieux moniteurs Apple, ils sont géniaux, avec une prise pour te connecter, deux en fait. Et pourquoi on les ramène pas, quoi, avec la nouvelle génération, compatible avec la nouvelle génération de Mac? Ce serait d'enfer. J'en achèterai plein. Bon, bah écoutez, le message est passé. Jeff veut toujours plus de produits Apple. T'inquiète pas, les voitures arrivent. En tout cas, moi qui n'étais pas intéressée, juste pour terminer, moi qui n'étais pas intéressée forcément par les produits Beats et les premiers AirPods, maintenant avec les AirPods intra-auriculaires, qui est plutôt moi ce que je préfère, et peut-être il y a des rumeurs sur des AirPods écouteurs Pro Lite, pour le sport, etc., tu vois, qui tiennent bien. Ça, moi, c'est quelque chose qui m'intéresse énormément. Donc du coup, j'attends un peu les annonces là. Ça me fait plaisir quand même à chaque fois que quelqu'un dit « Ah ouais, en fait, les AirPods, c'est super bien !» Parce que quand je le disais il y a 2 ou 3 ans, tout le monde riait, on pointait du doigt dans la rue, tout ça. C'était genre « Ah, c'est le mec qui croit que les AirPods sont bien !» Maintenant, ils ont conquis moi, le critère, c'était vraiment intra-auriculaire, tu vois. Oui, mais sinon, ça tient pas dans mes oreilles. En fait, je les trouve particulièrement inconfortables. Mais pour Apple, n'importe quelle autre marque. Hein, donc, voilà. Non, et mais là, Marion, c'est juste que t'as pas les bonnes oreilles. Il faut juste changer d'oreille pour t'adapter aux écouteurs Apple. J'ai des oreilles bizarres. Bon, donc on parlait de Apple qui a fait le passage un deuxième passage avec le deuxième iPhone SE au milieu de gamme. Et ben OnePlus fait le mouvement inverse. Ils sont très connus pour leurs appareils milieu de gamme qui offrent des expériences proches du haut de gamme et ils ont connu un succès assez monumental dans ce domaine. C'était vraiment eux qui ont initié le mouvement des téléphones Android autour de 300-400 euros qui offraient des expériences de téléphone parfois à 200 ou 300 euros de plus. Et donc, on est très curieux de voir ce qui se passe avec le OnePlus 8 et le OnePlus 8 Pro, qui lui est un téléphone à 900 ou 1000 euros, enfin autour de 8 ou 900 euros, quelque chose comme ça. On a un appareil qui vise vraiment le haut de gamme, on a un capteur d'empreinte digitale sous l'écran, on a un écran AMOLED avec un appareil photo avec un tout petit trou dans l'écran, comme on peut le voir chez d'autres constructeurs, un écran de 6,55 pouces avec un taux de rafraîchissement de 90 Hz. Enfin, vraiment, on ne va pas partir dans tous les détails, mais on a vraiment un appareil pour la version Pro qui va chasser sur les terres de Apple et Samsung pour le très haut de gamme. Alors, est-ce qu'ils arrivent à remplir le contrat? Évidemment, quand on prend un téléphone OnePlus, on attend une excellente valeur pour le prix, et quand on met un prix auquel on n'est pas habitué pour les téléphones OnePlus, 8 ou 900 euros, eh ben, on a des exigences qui sont différentes de quand on prend un téléphone à 400 euros, on va dire. Le contrat, écoutez, semble être assez bien rempli. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Il y a quelques éléments. Peut-être que l'appareil photo n'est pas 100 000% aussi bon que celui des concurrents, sans doute au niveau du traitement numérique ensuite, qui est une chose qui s'apprend. Donc peut-être que ça va s'améliorer avec le temps. Mais en gros, on peut vraiment dire que le contrat est à peu près rempli pour OnePlus, surtout avec le OnePlus 8 Pro. Je ne sais pas si, j'imagine que Jeff, c'est pas forcément un truc qu'il a suivi, mais Marion, est-ce que Jérôme l'a récupéré? Est-ce que vous êtes est-ce que tu as regardé un petit peu de quoi il s'agissait, ou c'est pas vraiment un truc que tu suis?
Écoute, je les ai regardés, je les ai pris en main, mais très, très rapidement. En fait, ils ont toujours ce form factor, avec les bords, l'écran qui va se fondre dans le côté avec un espèce de barre en métal vraiment sur le bord du téléphone qui le rend très désagréable à prendre en main. Je crois que Samsung avait à peu près le même, form factor. Oui, c'est l'écran Hem, qui est courbé en fait sur les bords de ouais. l'appareil, ouais. Exactement et donc du coup, il y a vraiment une fine lamelle en métal, et 2 bords qui vont, se rejoindre et du coup, c'est pas très agréable à prendre en main Hmm. et je me suis arrêtée à la surface. D'accord, donc tu juges un livre par sa couverture, toi, je comprends. Mais c'est vrai que je reste très, très Google, hein, au niveau de j'aime bien le système d'exploitation, normal. Ouais, le système d'exploitation. Là, c'est quoi OnePlus? C'est OxygenOS, je crois. Je crois Et qu'il est toi, tu bien. préfères? Jérôme Hmm. avait fait un bon retour sur le Ouais, il est système. Je pas sais mal plus le nom, OxygenOS, ouais. C'est mais OxygenOS. voilà, j'aime pas trop l'idée d'attendre des mises à jour, Hmm. d'avoir encore une surcouche, etc., etc. Donc toi, tu préfères Android de base, qui est géré par Ouais, Google, ce que je peux comprendre aussi, ouais. le Android pur. Donc voilà, le OnePlus, vraiment, le OnePlus 8 semble remplir son contrat, donc certainement une chose à garder à l'esprit si vous cherchez un téléphone haut de gamme avec une bonne valeur, un bon rapport qualité-prix. C'est un petit peu un nouvel entrant dans ce marché et c'est notable pour cette raison. Bon bah écoutez, on va faire une toute petite pause pour vous parler de Patreon. Vous savez que Patreon, c'est le moyen de soutenir le rendez-vous tech. Et si vous écoutez cette émission et que vous nous suivez depuis un moment, peut-être que vous vous dites, bah j'aime bien, c'est des gens sympathiques, ça m'apporte quelque chose, de l'information et de la distraction en même temps. Et ben comme ce bon vieux magazine qu'on allait payer dans les kiosques. Vous vous souvenez des kiosques? Les enfants, c'était des sortes de petites cabanes qui étaient dans la rue où on allait pour acheter des magazines. Alors les magazines, c'était des trucs en papier qui nous donnaient des informations. C'est un peu comme quand vous imprimez des pages web. Et ben là, c'était plein de pages web imprimées et attachées ensemble. Voilà, c'était des magazines. Et ben ça, on donnait des sous au monsieur ou à la madame qui était dans la cabane et on pouvait repartir avec le magazine. Et ben là, c'est un petit peu la même chose, sauf que vous n'êtes pas obligé de donner des sous, le rendez-vous tech. Et bien, si vous souhaitez donner des sous, et ben vous le pouvez. Et comment est-ce que ça marche? Patreon.com/rdvtech. Voilà, j'espère que cette plaisanterie vous aura fait au moins un peu sourire ou on va dire un petit peu secouer la tête en vous disant mais de quoi parle-t-il? Oula, qu'est-ce qui se passe, Jeff? C'est le tremblement de terre. Bon, il a dû... Qu'est-ce qu'il y a? Je sais pas, il y a eu beaucoup de bruit tout à Non, coup de ton côté. je pense que c'est moi, c'est les poubelles. Eh, dis à Jérôme que ça suffit, on est en train de travailler là. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? C'est le gardien, c'est le gardien. Ça part d'une bonne intention. J'ai rien fait, j'étais muté. Bon, pardon. C'est moi, Tremblement de terre, moi, c'est c'est moi. plutôt nous, mais non, c'est pas ça. D'accord. Et donc, si vous avez 2 minutes, tiens, je vais juste vous lire ce petit témoignage de Pierre-Yves qui dit « Hello Patrick, ça y est, depuis le temps que je me disais qu'il fallait que je te soutienne, c'est fait. » Et que dit-il ensuite? Et effectivement, en 1 minute, c'est fait. 1 minute, rendez-vous compte. À bientôt pour le prochain épisode. Merci à toi Pierre-Yves. Et si vous avez 1 minute à perdre, allez sur patreon.com/rdvtech. Je vous remercie infiniment. Et si vous n'êtes pas chez vous, devant votre ordinateur pour le faire tout de suite, bon, si vous êtes chez vous, là, qu'attendez-vous tout de suite? Patreon.com/rdvtech, tac, 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 ça y est. Si vous n'êtes pas chez vous, dès que vous rentrez chez vous, vous foncez sur l'ordinateur, vous enlevez vos chaussures, parce que c'est beaucoup plus propre d'enlever ses chaussures, ou vous ne les enlevez pas, et là, vous vous dites... Ah merde, Patrick veut que j'enlève mes chaussures, mais je ne les enlève pas. Bon, pour compenser, je vais aller sur Patreon. Voilà, ça me paraît être une excellente idée, patreon.com/rdvtech. Merci à vous tous et merci à tous ceux qui choisissent de soutenir l'émission. Amazon, on va parler un petit peu d'Amazon. Que se passe-t-il avec Amazon? Alors, ils ont été contraints d'interrompre leurs opérations en France suite à une plainte qui a été déposée au tribunal par des employés d'Amazon qui ont estimé que la société ne faisait pas ce qu'il fallait pour les protéger contre le Covid-19.
Donc, le tribunal a demandé à Amazon de ne livrer que les produits de première nécessité. Évidemment, le tribunal est conscient que Amazon est une ressource importante pour les Français en confinement et qu'il serait compliqué de s'en passer pour la livraison des produits de première nécessité. Amazon a argué du fait qu'il était difficile pour eux de réorganiser leurs entrepôts pour ne livrer, pour ne travailler que sur les produits de première nécessité. Donc, ils ont fermé entièrement leurs entrepôts français pour quelques jours, le temps d'avoir l'appel qui a été fait au tribunal, ou plutôt le résultat de l'appel qui a été fait au tribunal, et de décider ce qu'ils vont faire sur le plus long terme. Donc on est à 5 ou 7 jours de fermeture des entrepôts Amazon. Entre-temps, le service Amazon France ne ferme pas puisque le service, entre guillemets, est assuré par les entrepôts des autres pays. Donc ils ont suffisamment de flexibilité pour faire ça. À partir de là, on a des gens qui sont des employés d'Amazon qui ont lancé une pétition. Alors, je ne sais pas exactement d'où elle vient et à quel point c'est légitime, mais on peut comprendre que certains employés d'Amazon ont peur, en fait, que du coup, s'ils sont obligés de fermer sur le plus long terme, même une partie de leurs activités, eh ben, ça mène à des mises à l'arrêt de certains de leurs employés. Surtout qu'on a eu, à travers le monde, une gestion qui a été, selon certains, critiquable de tout ça. C'est pas non plus, on n'a pas eu une épidémie qui aurait été importante chez les travailleurs qui sont chez Amazon. On a maintenant 5 à 6 semaines de recul. Bon, ça n'a pas l'air d'être non plus mal géré au point que ça ait provoqué une épidémie importante chez les travailleurs d'Amazon. Donc c'est difficile d'estimer vraiment qui est dans le vrai et qui est dans le faux. Je dirais, et puis je vais vous poser la question à vous aussi, mais je dirais qu'il est facile de politiser la chose. Ah oui, pardon, les gens qui parlaient de la pétition mettent en avant le fait, par exemple, que d'une part, dans les autres pays, on n'a pas demandé de fermeture, dans aucun autre pays, et surtout, ils mettent en avant le fait que les autres grandes sociétés qui livrent, comme la Fnac et Darty, n'ont pas, elles, été contraintes à fermer aussi. Et donc, là où je dis il est facile de se mettre à politiser la chose, je pense que ce qui est important, c'est de s'assurer que les personnes qui doivent travailler dans ces conditions travaillent dans des bonnes conditions. Et donc, l'idée n'est pas de se venger sur Amazon, qui est une société américaine. L'idée est de déterminer, et donc de se venger, de dire « ouais, on va les fermer longtemps, ça va être une belle revanche ». Non, l'idée est de déterminer si, oui ou non, les gens travaillent dans des conditions qui permettent de les protéger de la pandémie. Si la réponse est que oui, ils sont dans des conditions qui sont bonnes, eh ben ok, Amazon peut rouvrir. Et évidemment, s'ils sont dans des conditions qui sont effectivement, comme le prétendent les gens qui ont déposé la plainte, dans des conditions qui sont dangereuses, eh ben, il faut changer les choses, évidemment. Donc, ce n'est pas une question politique, c'est une question de santé publique, donc, enfin, ou de santé privée dans le cadre d'Amazon. Ça, c'est la vision que j'en ai. J'imagine que présenté comme ça, il est difficile de dire le contraire, mais je ne sais pas, Marion, est-ce que tu as une analyse différente de cet événement? Juste pour préciser, c'est pas des employés directement qui sont à l'origine de l'action en justice, c'est le syndicat Sud-Commerce qui est rattaché à l'Union syndicale solidaire. Donc ce sont des représentants des employés qui sont à l'origine de cette action. Donc voilà, tu as bien dépeint le contexte. Ce qui est intéressant, c'est d'après, encore une fois, la pétition qui est pas du tout, on ne sait pas trop d'où elle vient, on ne sait pas trop sa légitimité, donc c'est difficile de se reposer dessus. En tout cas, le côté de la pétition dit en effet, le syndicat n'a pas fait appel aux employés ou n'a pas consulté les employés par rapport à cette action ou leur demander des retours. Bon, très bien. Le deuxième point, c'est que la pétition, en effet, stipule on ne veut pas arrêter de travailler dans les entrepôts, on a peur de perdre notre emploi, ce qui est à peu près le même
une rhétorique que tu retrouves aussi aux États-Unis, hein, avec l'insécurité de l'emploi, ce qui ici pour l'instant n'est pas le cas puisqu'Amazon n'a même pas recours au chômage partiel, mais confirme encore une fois 100% du salaire des employés, même si les entrepôts sont fermés. On imagine que ça ne continuerait pas si ça devait fermer sur le plus long terme. Là, c'est exactement. Pendant les quelques pour jours. L'instant, oui. Exactement. Pour l'instant, ils confirment qu'ils vont qu'ils maintiennent les salaires à 100% et qu'ils n'ont pas recours au chômage partiel. Ça ne veut pas dire que dans le futur, ça ne sera pas le cas, qu'ils ne vont pas changer les mesures prises et s'adapter. Mais en effet, on sent quand même l'aspect très politique derrière. Je pense que c'est tout à fait légitime de faire une analyse des risques encourus sur le lieu de travail pour assurer la bonne santé des employés, surtout qu'il y avait quand même des choses qui allaient un peu à contre-courant, en disant que Amazon allait s'assurer de la distanciation sociale, mais qu'ils allaient embaucher X employés en plus pour s'assurer de la propreté des locaux et X employés pour vérifier que les gestes barrières sont bien appliqués, que la distanciation sociale est bien appliquée, etc. Donc tu te dis plus d'employés sur place veut dire potentiellement plus de proximité. Enfin bref, il y a des questions. Voilà, il y a des questions qui sont soulevées et donc ce recours sur évaluer le risque des employés encourus sur le lieu de travail est légitime. Maintenant, je pense que ça s'est pas fait de la manière la plus collaborative et constructive possible des deux côtés. Ouais. C'est vrai qu'on a tendance à se poser des questions sur Amazon et leurs pratiques ne sont pas forcément toujours les plus recommandables dans certains domaines. Jeff, quel regard est-ce que tu jettes sur cette histoire ? Je sais qu'il y a eu aussi des questions qui ont été posées sur Amazon aux États-Unis et ailleurs. Oui, tout à fait. Alors, deux choses. Un, on a eu effectivement des plaintes d'employés Amazon sur les conditions de travail et de sécurité. Donc, pas de masque, pas assez de distance, etc. etc. Amazon a dit qu'il ferait ce qu'il faudrait pour assurer la sécurité de leurs employés. Le problème, c'est qu'ils ont leur plateforme tourne aussi fort qu'avant, ou si ce n'est encore à plus de volume que lors de la poussée de Noël. Donc, on atteint des chiffres d'e-commerce ici qui sont absolument monstrueux. Ce qui est intéressant, c'est que Amazon a décidé par eux-mêmes de prioriser les produits de première nécessité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ils te disent, si tu commandes, si tu arrives à commander du papier toilette, ce qui sera super difficile parce qu'il n'y en a pas sur la plateforme, tu peux l'avoir délivré en priorité, mais si tu veux acheter des ampoules, hier j'ai commandé des ampoules et en gros elles ne seront pas livrées avant mi-mai. Ouais, c'est le cas en France aussi. Pas qu'elles ne sont pas disponibles, c'est juste qu'ils priorisent tout ce qui est gestion et livraison des produits qui sont vraiment importants pour leurs utilisateurs. Ils ont aussi décidé ici d'essayer de limiter le marketing de tout ce qui est produits adjacents. Donc tu sais, on dit ah bah tiens, quelqu'un qui a commandé ceci a aussi commandé cela. Et en gros, ils essaient de faire en sorte que les gens dépensent moins d'argent sur la plateforme et achètent moins de choses de manière à créer de la capacité parce qu'ils n'en ont pas assez. Donc, c'est quand même une première dans l'histoire d'Amazon qu'ils essayent de faire en sorte que tu n'achètes moins de choses. Ouais. Et leur stock. La priorisation, elle diffère en fonction des pays parce qu'en France, je peux t'assurer que des produits qui ne sont pas de première nécessité sont livrés très 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 rapidement, en 1 ou 2 jours. C'est la décision qu'ils ont prise ici. Donc, quand ils disent ça va nous prendre des mois pour reprioriser notre gestion de stock et donc on ne peut pas le faire, je pense que c'est un bras de fer qu'ils font avec les syndicats français, parce que les syndicats français sont des syndicats français, donc on sait ce que ça veut dire. Et donc, je pense que c'est plus une raison... toi, tu ne crois pas à cette histoire de on ne peut pas séparer. Ouais. D'accord. Vous m'entendez toujours là ? Oui. D'accord. Oui, d'accord. Ouais, donc pour toi, c'est... Ça a sauté un peu là pendant 30 secondes, mais non, ça... D'accord.
Ouais, donc comme on disait, t'y crois pas trop à cette excuse de ça serait compliqué de réorganiser nos entrepôts. Peut-être que c'est compliqué en France, mais j'imagine que Amazon étant extrêmement optimisé, ils utilisent en gros les mêmes systèmes. Et je sais pas combien de temps ils ont mis aux États-Unis pour prendre cette décision à l'implémenter. Je pense que ça fait quoi ? Ça fait 3 semaines que c'est le cas ? Où ils te disent, bah voilà, disons des fenêtres à 3 semaines, et plutôt que de te dire, bah on sait très bien quand est-ce que ton produit sera délivré, ils te donnent une fenêtre d'une semaine. Donc tu recevras peut-être ton truc le 22 ou le 29. Ouais. D'accord. Bon, écoute, ça se prend quand tu peux. Effectivement, on ne peut pas en être sûr, mais je comprends que, vu l'agilité d'Amazon en général, il semble difficile de croire qu'ils ne réussissent pas à à arrêter la vente de certains des produits, parce que c'est vrai qu'ils ont été très très agiles par ailleurs, et d'une manière positive. Donc on verra. Facebook, tiens, parlons un petit peu de Facebook. Ils sont en train d'ajouter une nouvelle réaction. Vous savez, on peut réagir aux mises à jour de nos amis. Une nouvelle réaction qui est un smiley qui fait un câlin à un cœur. Que je trouve assez extraordinaire. Ça s'appelle le Care Reaction. Je trouve ça très très beau, je voulais juste le mentionner. Mais plus important encore, ils ont décidé qu'ils allaient informer les personnes qui avaient interagi avec du contenu qui était classifié comme des informations. Ils vont donc les notifier qu'ils ont interagi avec ce contenu et les rediriger vers des ressources de l'Organisation mondiale de la santé, ce qui est une méthode intéressante pour essayer d'informer au moins une partie des gens qui ont été mésinformés, on va dire ça comme ça. Et c'est intéressant, là encore, parce que comme beaucoup de choses qui se sont produites depuis le début de cette pandémie, c'est des choses qui pourraient laisser des enseignements pour l'après, pour essayer de gérer la désinformation dans d'autres domaines. Alors, c'est pas forcément aussi facile à classifier dans tous les autres domaines, mais ça pourrait donner des enseignements. Les crises développent l'inventivité de l'humanité. Ils sont aussi en train de lancer une app spécifique pour le streaming de jeux vidéo, pour regarder les gens qui jouent aux jeux vidéo. La différence avec des choses comme Twitch, c'est que c'est une app qui ne permet de faire que ça. Je ne suis pas convaincu que ça soit hyper pratique, parce que ça veut dire que sur un téléphone, on fait qu'une seule chose à la fois. Quand on est sur des sites de streaming de jeux vidéo, on les met dans un coin et puis souvent, on regarde autre chose en même temps. Et enfin, Libra est en train de se refocaliser sur une méthode de paiement plus traditionnelle. Au revoir l'ambition d'avoir une monnaie globale. Ils seraient en train, suite aux différents problèmes qu'ils ont eus jusqu'à maintenant, de revoir leurs ambitions, ce qui n'est pas tellement surprenant. J'ajoute à ce petit laïus sur Facebook, j'ajoute que le confinement a des conséquences intéressantes sur la campagne politique et la campagne présidentielle américaine, où la présence de Donald Trump sur Facebook et sur les plateformes en ligne en général, mais particulièrement sur Facebook, est décuplée, non pas décuplée, mais l'efficacité est décuplée, parce que dans le même temps, la campagne de Joe Biden, son concurrent démocrate, est complètement, handicapée par le fait que il n'y a plus de déplacements possibles, de réunions possibles, et on voit par exemple que la chaîne YouTube de Joe Biden, elle a 32 000 abonnés. C'est un symptôme de la faiblesse de la campagne, de l'aspect en ligne de la campagne de Joe Biden et des démocrates. Et ça pourrait vouloir dire que, tu vois, les espoirs anti-Trump de Jeff pourraient être déçus au moment de l'élection en novembre, parce que le pays est tellement partisan qu'on a effectivement une base pro-Trump qui est galvanisée par ces activités en ligne. Enfin, on ne sait pas à quel point ça a une influence sur les intentions de vote, mais ce qui est sûr, c'est que du côté démocrate, on est beaucoup moins prêt à mener une campagne efficace en ligne. Donc, bon, évidemment, malheureusement, il va falloir que je vous quitte d'ici 2 minutes. Malheureusement, c'est une des faiblesses du Parti démocrate. Il y a 8 ans,
ils avaient la meilleure plateforme, ils avaient détruit les républicains, et malheureusement ils se sont endormis sur leur laurier. Ils ont pas fait grand-chose en termes de les avances des plateformes en ligne, etc., utiliser beaucoup plus Instagram, etc., enfin ce genre d'outils. Et aujourd'hui, la plateforme de Trump est mais bien meilleure. Et en plus, je veux dire, c'est un showman. S'il y a un truc qui fait mieux que tout le monde, c'est les médias. Et les médias, il sait très bien les jouer. Il va te sortir des conneries, mais incroyables. Et le lendemain, il va te dire non, j'ai jamais dit ça, mais il va entre-temps générer énormément d'impressions, que ce soit de la vidéo, que ce soit de la télé, etc. Et en ce moment, tu n'entends absolument pas Biden, mais absolument pas. Donc bon, je ne sais pas ce que ça va donner. Je pense que le fait que Bernie Sanders ait abandonné la course et que maintenant Biden est clairement le seul candidat, on a une chance. Mais le problème, c'est que Biden, c'est le moins pire des candidats, c'est pas le meilleur. Ouais, et effectivement, comme tu le dis, on n'en entend pas parler parce que bien sûr, Trump a la plateforme de la présidence, mais aussi, oui, c'est le showman. Et cette showmanitude amplifiée par la maîtrise des réseaux sociaux, bah, ça donne une présence qui est une omniprésence, oui. Et Biden, c'est vrai, on l'entend pas beaucoup. Donc, bon, tu dois nous quitter, Jeff. C'est intéressant de... Oui, vas-y. Tu dois nous quitter, Jeff, je vais te laisser partir. Oui, malheureusement, j'ai mon rendez-vous qui n'est pas à la porte, qui est à la porte de Zoom. Donc, au Zoom, d'accord. Je vais aller sur Zoom, mais c'était un grand plaisir de vous rejoindre, parce que ça faisait super longtemps qu'on n'avait pas fait un rendez-vous tech ensemble. Donc, comme on dit, stay safe, restez à la maison, et puis on s'en sortira. Quelques semaines. Oui, mais dans quelques semaines, tu verras, ça ira tellement mieux. Ça sera fou, ça sera incroyable. Dans un mois, on sera tous tellement plus heureux, ça sera fou. Ok, allez, à plus. Ciao, Jeff. À plus. Merci. Tu voulais ajouter quelque chose, Marion ? Qu'est-ce que je voulais ajouter ? Désolée, j'ai les applaudissements de 20h là. Oui, donc c'est ça, c'est ce que vous avez dit en fait, ils monopolisent vraiment les médias en fait, et c'est un vrai problème, et ça montre que même si tu dis n'importe quoi et des bêtises plus grosses les unes que les autres, et toujours plus grosses chaque jour, ça va écraser la précédente, et en fait les gens vont plus tenir compte et plus faire les comptes des bêtises. Mets-nous le micro à côté des applaudissements, c'est très très beau. Vous les entendez là ? Un tout petit peu, on a entendu, ouais. Alors, j'ai essayé de tendre un peu, mais... Si, on entend. Allez, ouais, puis après, on applaudit tu vas voir aussi. les chansons traditionnelles post-applaudissement. On applaudit ici aussi. Bon, bah oui, donc effectivement, cette omniprésence sur les... Mais bon, oui, la présence dans les médias traditionnels, c'est une chose, mais vraiment, ce qu'on pointait du doigt, là, c'était cette maîtrise des réseaux sociaux qui se confirme par rapport à il y a 4 ans. On aurait pu penser que les opposants, enfin le Parti démocrate aurait vraiment appris des enseignements de la campagne de 2016. Ça ne semble pas être le cas, et donc ça pose quand même certaines questions sur la manière dont ça va se passer. Je pense évidemment aux États-Unis, mais on peut penser au reste du monde aussi, parce qu'il n'y avait pas que aux États-Unis qu'il fallait apprendre de cette campagne, et je me demande si les autres pays et les autres parties des autres pays sont dans le même cas que celui de Joe Biden. Oui, mais juste pour revenir, ce qui m'intéressait, c'était pas forcément médias traditionnels versus numérique. Je suis d'accord avec toi que là, on parle bien des réseaux sociaux. Mon point, c'est que ça va potentiellement conditionner les stratégies des prochaines élections aux États-Unis, évidemment, mais dans les autres pays où, en fait, celui qui fait le plus de bruit... Et sans avoir forcément les arguments les plus valables, celui qui fait le plus de bruit, qui agite tout le temps les médias, et qui occupe l'espace des réseaux sociaux, va l'emporter sur les autres candidats, quoi. Donc ça va peut-être changer la manière dont on fait les campagnes présidentielles. Bon, voyons ce qui se passera en novembre. C'est pour ça, je suis sûr que certains d'entre vous se disent « Ah, mais les États-Unis, on s'en fout de la politique américaine. » C'est un laboratoire d'expérimentation, les États-Unis, et c'est des situations tellement particulières qu'il y a des enseignements à en tirer, en particulier sur la manière dont la tech influence ces domaines aussi, et c'est pour ça qu'on en parle.
Google semble être en train de développer ses propres processeurs pour ses téléphones Pixel. Donc ça serait intéressant parce que la raison pour laquelle le développement des processeurs fait spécifiquement pour un matériel, c'est que ça peut permettre la raison pour laquelle c'est intéressant, c'est que ça peut permettre des fonctionnalités spécifiques qui sont conçues par les ingénieurs de la société qui fait le téléphone. Et c'est pour ça que c'est intéressant du côté d'Apple. C'est évidemment pour ça que ça pourrait être intéressant du côté de Google. Et on a aussi des rumeurs sur une Google Card. Alors, on a déjà Google Pay, mais peut-être une carte de paiement qui serait en partenariat avec des banques. Donc, décidément, ces grandes sociétés sont partout. On aurait presque tendance à l'oublier avec la pandémie. Mais heureusement, on est là pour vous le rappeler. Un dernier mot sur le contact tracing, stop Covid et toutes ces choses-là. Pour vous dire qu'on entend énormément de choses sur les applications de traçage. Et on en parlait la semaine dernière. Je voudrais rappeler que pour moi, ces applications sont peut-être pas aussi efficaces qu'on pourrait le penser, mais pour des raisons sanitaires. J'avais fait toutes les explications à l'épisode précédent, donc vous pouvez aller écouter, mais en gros, il y a des raisons de penser, on n'est pas sûr, mais de la même manière que les masques, l'efficacité de ces mesures serait assez limitée et pourrait, à l'inverse, provoquer un relâchement de la vigilance qui pourrait devenir néfaste. Et sur ce point, les experts en sécurité sont partagés. Certains disent « il vaut mieux quand même l'avoir », d'autres disent « ah, c'est pas tout à fait sûr ». Et ça s'applique pas exactement de la même manière, mais quand même aux masques d'une part. Il restera à voir comment ça se développe, mais aussi aux applications de traçage. Je ne parle pas du traçage fait à la main par les autorités sanitaires, mais aux applications de traçage spécifiquement. Une fois ceci dit, il faut insister sur le fait que les applications elles-mêmes et les systèmes développés par Apple et Google, dont on parlait il y a une semaine, sont extrêmement respectueux de la vie privée. Et on entend plein de choses, et c'est à ce point que je veux en venir, on entend plein de choses sur ce sujet, de différentes organisations. On entend plein de choses j'ai vu passer un article de Mediapart, notamment, sur Twitter, il y a quelques jours de ça, qui a donné lieu à un débat, on va dire, animé sur Twitter. Et je précise, avant de continuer sur ce point, Mediapart est un média qui, à mon sens, est très important, que je soutiens financièrement, qui a un rôle sociétal important. Il y a d'autres médias traditionnels que je soutiens, mais Mediapart en fait partie. Je suis très certainement pas toujours d'accord avec eux, mais il n'empêche que ma remarque que je vais donner maintenant ne vient pas d'une opposition de principe. Il n'y a pas une opposition de principe politique que j'applique à cette publication, de la même manière que je ne suis pas toujours d'accord avec la Quadrature du Net, comme je le dis souvent dans cette émission, mais je les soutiens, je les ai soutenus à de nombreuses reprises financièrement, parce que je pense qu'ils jouent un rôle important. Il n'empêche que sur cette question des apps et du traçage, ils font, à mon sens, fausse route. À la fois la Quadrature du Net sur ce que j'ai vu de leurs messages ces derniers temps, et Mediapart qui a fait un petit peu un spectacle, pas un spectacle, c'est pas vrai, mais qui a voulu combattre l'application de traçage pour des raisons qui, à mon sens, ne sont pas les bonnes, et qui sont des raisons de protection de la vie privée. Il y a dans cette démarche cette idée que je développais il y a quelques semaines d'appliquer des conclusions d'une peur légitime d'une érosion de la protection de la vie privée quand on en parle dans le contexte du combat contre le terrorisme, où l'efficacité des mesures proposées est loin d'être prouvée et qui, en plus, sont beaucoup plus érodent la vie privée de manière beaucoup plus importante que les résultats escomptés. Donc, on applique les conclusions de cette problématique à la problématique de la pandémie, là où ces systèmes développés par Apple et Google et les applications mises en place, enfin, qui sont en train d'être développées par les gouvernements, sont extrêmement respectueuses de la vie privée. On pense à la Commission européenne qui a donné 44 pages de recommandations pour le développement de ces applications en Europe. Et quand on va lire le document, quand on s'intéresse à la manière dont ça fonctionne, sincèrement, il est extrêmement difficile, voire impossible, de trouver quoi que ce soit à redire. Ils font tout
dans les parfaites règles de l'art. Mais parfaites. Je vais donner quelques éléments. C'est des applications qui sont open source, qui sont auditables, qui auront un bug bounty. Enfin, c'est les recommandations de l'Union européenne. Ensuite, bien sûr, chaque pays pourra faire les choses peut-être différemment. Il faudra rester vigilant. Mais même en France, le gouvernement va consulter le Parlement, consulter le Conseil national du numérique, etc., etc. Mais les recommandations qui, a priori, devraient être celles que les gouvernements devront suivre, ont, comme je le disais, des applications open source, auditables, bug bounty inclus pour trouver les failles de sécurité, collecte des données strictement nécessaires, effacement des données dès qu'elles ne sont plus nécessaires, désactivation de l'app automatique quand la crise est passée. Enfin, vraiment, on est sur une liste hyper stricte. Anonymat, pas de géolocalisation, volontariat, etc., etc., etc. Et en plus de ça, on a cette organisation, ce protocole développé par des chercheurs européens qui s'appelle le D3P, le Decentralized Privacy Preserving Proximity Tracing Overview. Je vais refaire, c'est le D3PT. Si je ne m'abuse, Decentralized Privacy Preserving Proximity Tracing. Donc, traçage de proximité préservant la vie privée et décentralisée. Donc ça, c'est un protocole qui a été développé par des chercheurs européens, qui est à peu près mot pour mot la méthode développée par Apple et Google. Je ne sais pas s'ils s'en sont inspirés ou s'ils sont arrivés au même résultat, mais c'est vraiment exactement la même chose, avec les recommandations de l'Union européenne et de la Commission européenne, avec la prudence que prend le gouvernement aujourd'hui. Vraiment, il faut avoir des œillères sur son cœur de métier et appliquer les conclusions d'une autre problématique pour ne pas se dire au moins ça a l'air d'être fait dans les règles de l'art là. Alors ensuite on peut avancer des arguments comme ah oui mais c'est un glissement, on commence par ça et puis on va dire que ceci ou cela, mais d'une part, on est dans la définition d'une situation exceptionnelle. Si on veut arguer du fait que les situations exceptionnelles n'existent pas, c'est un autre débat, mais là, on est dans la définition d'une situation exceptionnelle. Et d'autre part, il me paraît difficile de critiquer la non-utilisation des masques et dire il faudrait utiliser les masques, ce qui est un argument qui se tient, mais ensuite dire que ces efforts-ci ne devrait pas être implémenté, en particulier parce que c'est ce que préconisent certains pays d'Asie, dont on dit il faut s'inspirer de ce que demandent les experts et de ce que disent les experts, et de voir ce qui marche dans ces pays-là. Donc, ça ressemble un petit peu à un coup de gueule, ça ressemble un petit peu à une idée fixe de ma part, mais c'est vraiment... Chacun peut juger des choses librement, évidemment, mais dire que la vie privée n'est pas respectée par ces méthodes-là, objectivement, c'est faux. Objectivement, les choses sont faites de manière extrêmement rigoureuse, sans doute, j'imagine, dû au sérieux de la situation qui pousse les gens à faire les choses sérieusement. Est-ce qu'il faut rester vigilant ? Évidemment. Est-ce que ces applications seront hyper efficaces ? Comme je le disais en introduction, pas forcément, et c'est là qu'on peut avoir des questions sur la chose, mais sur la question de la vie privée, il y a très très peu de failles, enfin à vrai dire je n'en trouve pas, et Dieu sait qu'il y a des gens qui regardent les choses, dans les idées et les méthodes qui sont décrites aujourd'hui. Bon, c'était un gros laïus, je ne sais pas si tu veux ajouter quelque chose, Marion ? Non, mais je suis assez d'accord avec ta position, pour une fois. Non, je rigole, je troll un peu. Non, mais je pense que dans ce genre de contexte, c'est bien comme tu dis d'être vigilant, et je pense qu'il faut le rester à tout moment, mais il ne faut pas être braqué non plus dans ce genre de situation où il ne faut pas non plus utiliser le ressort situation exceptionnelle sans arrêt, etc. Mais là, pour une application si mise à disposition, distribuée de manière intelligente, où les gens font leur devoir citoyen, on va appeler ça comme ça, etc., qui pourrait, dans les bonnes conditions, avoir un impact et aider au déconfinement progressif et à la sécurité de la population, ce serait intéressant de ne pas se braquer et d'essayer de voir
pour rester vigilant et éviter les dérives, qu'est-ce qu'on peut faire ? Écoute, puisque tu es d'accord avec moi, je te laisse le dernier mot. Je te remercie de nous avoir prêté ton expertise. Et je vais te proposer de nous dire où on peut te retrouver si on en veut plus, si on veut toujours plus de Marion. Alors, comme d'habitude, vous pouvez me retrouver sur Twitter au pseudo Aisea Design ou tous les mercredis sur le mug sur la chaîne Naotech. Merci beaucoup Marion. Pour ma part, c'est Note Patrick sur Twitter, Facebook et Instagram. Vous pouvez également retrouver l'émission sur frenchspin.fr. Vous pouvez venir commenter, nous dire si on a fait des choses qui vous ont pas plu ou si on a dit des bêtises. Ça arrive de temps en temps aussi. Vous pouvez également, bien sûr, soutenir l'émission sur patreon.com/rdvtech. Vous le savez, quand vous rentrez chez vous, quand vous enlevez vos chaussures ou quand vous n'enlevez pas vos chaussures... Eh bien, vous pouvez vous dire patreon.com/rdvtech. C'est le nouveau Kling Patrick. Kling Patrick, c'est tellement février. En avril, on parle de les chaussures. Quelque chose comme ça. Bon, merci en tout cas à vous tous. On vous donne rendez-vous dans une semaine pour un nouvel épisode et on vous fait d'énormes bises de loin, avec les masques potentiellement. Ciao, ciao. Salut les jeunes, il est un petit peu tard ici, je m'apprêtais à aller me coucher, mais j'étais en train de lire des rapports sur le fonctionnement des protocoles de traçage et de vie privée, pour le plaisir, hein, vous me connaissez, c'est des trucs qui m'amusent. Et j'ai donc un petit addendum à ajouter au fonctionnement que j'ai décrit des apps, des recommandations de l'Union européenne. Quand je disais qu'il faut rester vigilant, c'est vrai qu'il y a une petite différence entre le protocole que je décrivais en exemple, le DP3T, qui est celui qui a été établi par un groupe de chercheurs européens, et le PEPPPT, qui est celui de l'Union européenne. Ce dernier, c'est l'acronyme pour Pan-European Privacy Preserving Proximity Tracing, donc celui que veut utiliser l'Union européenne. La différence est quand même significative. Le protocole que je décrivais, l'ancien, qui est 100%, rien n'est 100% sécurisé, mais on va dire 99,9% sécurisé, eh bien, il est complètement décentralisé. Alors, on peut avoir des moyens de retrouver certaines choses dans des conditions très particulières, mais vraiment, c'est un système qui est, comme je le décrivais, hyper sécurisé. Celui que préconise l'Union européenne, je ne vais pas rentrer dans tous les détails, mais il est pseudonymisé de manière un petit peu plus identifiable et surtout, il a une centralisation des données pour les personnes qui utilisent les apps. Alors, c'est une centralisation de données qui sont assez difficiles à réutiliser, mais c'est quand même une centralisation. Et puis surtout, ça se repose sur la manière dont le protocole est implémenté et si les applications qui se reposent sur ce protocole sont bien conçues. Alors évidemment, là, ça lève des signaux d'alarme qui sont significatifs, qui ne sont pas non plus immédiatement, qui ne rendent pas les choses rédhibitoires, mais au minimum, il faut une inspection possible des applications extrêmement poussée. C'est pour ça que le fait que ça soit open source est d'autant plus important. Et il faut des bug bounty, tout ça, qui soit hyper poussé. Mais les justifications que donne l'Union européenne pour ce design différent et plus centralisé sont compréhensibles. Il y a des raisons qui font que ce système est choisi plutôt qu'un autre. Mais, de fait, c'est un système qui est moins protecteur de la vie privée, moins décentralisé. Comment dire ? Là, on rentre dans des zones un petit peu grises. C'est un système qui repose plus sur le comportement des États qui l'implémentent. On va dire ça comme ça. Et donc, ça introduit potentiellement des failles. Si un système de ce type permettait à 100% ou permet une réduction significative de la diffusion de la maladie. Si on était certain que ça garantit une diffusion, un arrêt ou un contrôle de la diffusion de la maladie, je crois qu'on pourrait, sans trop de préoccupation, passer outre. Potentiellement, il faudrait que j'y réfléchisse un petit peu plus. Là, c'est vraiment à chaud que je vous dis ça. Mais en l'état, l'efficacité de ces apps est un petit peu mise en question, comme j'en parlais tout à l'heure. Et donc,
à l'aune de ces nouvelles informations, je dirais qu'il faut prendre ce que j'ai dit juste avant dans l'émission avec un grain de sel ou deux. Il faut qu'on regarde d'un petit peu plus près la manière dont sont gérées ces données qui sont mises à jour sur un serveur centralisé, ce pourquoi elles sont utilisées exactement. Il faut que je regarde ça de plus près. Mais donc, le principe du protocole dont je parlais tout à l'heure, qui est celui qui est, donc, comment il s'appelle ? Décidément, c'est compliqué, DP3T, je continue à penser qu'il est extrêmement protecteur de la vie privée. Mais ce n'est pas exactement le même. Disons qu'il y a 90% de commun, mais les 10% restants sont extrêmement importants. Et donc, le protocole de l'Union européenne, je suis pas aussi sûr de... Disons que en l'état actuel des choses, je me mouillerai pas de la même manière que je me suis mouillé tout à l'heure en disant la vie privée, c'est bon avec le DP3T. Là, ils utilisent pas le DP3T et je ne me mouillerai pas autant pour dire vraiment il n'y a aucun risque que ça soit mal utilisé. Je ne dis pas que c'est risqué non plus, il faut que je regarde de plus près, mais les premières impressions que j'ai, c'est que je lève un sourcil quand même. Alors, on lève un sourcil au niveau où c'est potentiellement, si c'est mal utilisé, peut-être que ça pourrait mener vers quelque chose d'inquiétant. C'est pas que en l'état, il est inquiétant, mais je crois que là, c'est un protocole avec lequel moi je mettrais une pause personnellement, et je dirais, je regarderai de plus près de quoi il est fait. Surtout, encore une fois, que ces applications ne sont pas complètement garantie de mettre un arrêt total à l'épidémie. Si c'était le cas, peut-être que ça me ferait moins hésiter. Mais bon, je ne vais pas donner de jugement final là-dessus. S'il vous plaît, ne le prenez pas comme un jugement final, genre « Ah, c'est la fin du monde, c'est le début de la société orwellienne », ou le contraire, ou dire « Ah ouais, non mais en fait ça va, parce que ça protège quand même, c'est pas grave, on peut passer outre ». Là, je passe, moi, de ça n'a quasiment aucun risque je suis pas sûr. Donc voilà, prenez-le pour ce que c'est. Je tenais à faire cette petite mise à jour parce que les données ne sont plus les mêmes qu'il y a quelques heures quand on a enregistré l'émission. Et donc, forcément, les conclusions ne sont plus les mêmes non plus. Donc j'essaye toujours de regarder les choses de manière objective. J'espère que vous apprécierez cette petite mise à jour. Et maintenant, je vais aller faire dodo parce que le petit, il va pas, lui, rester tard à regarder des protocoles de traçage, d'app de traçage. Lui, il dort et il va se réveiller tôt. Donc, je vais devoir me réveiller tôt aussi. Je vous fais des bisous et puis on en parlera sans doute un petit peu plus la semaine prochaine. Ciao, ciao.